Dans quelques jours, les Français sont appelés à voter. On sait que l'abstention sera forte. Néanmoins, eh bien, les partis font une campagne acharnée, ardente. C'est le cas notamment des Républicains. Avec Nadine Morano, qui est candidate à sa réélection au Parlement de Strasbourg. C'est avec elle que nous sommes ce matin. Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Alors avant simplement de parler des européennes, Nicolas Sarkozy avait fait une question prioritaire de constitutionnalité dans l'affaire Big Malion. Il semblerait que sa demande ait été rejetée, donc il y a de fortes chances pour qu'il soit renvoyé en correctionnel. Un commentaire ? Dont acte. Et ensuite, eh bien, écoutez, il faut que la justice passe. Simplement, je constate que quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, il y a souvent 2 poids 2 mesures. Parce que il y a François Fillon aussi qui Parce que rappelez-vous, pendant cette dernière dernière campagne présidentielle de 2017, il y avait tout un dossier assez fouillé qui a été fait par vos confrères de France Info. Oui. On constatait que dans la campagne de M. Macron, il y avait eu des ristournes à hauteur de 75%, ce qui s'appelle avantager un candidat. Donc vous voyez, la Commission nationale des comptes de campagne émet un jugement sur les comptes de campagne, quelquefois à géométrie variable. Est-ce qu'il faut instaurer une banque de la démocratie pour financer les partis ? C'était l'idée qui avait couru un moment et on voit qu'il y a énormément de partis d'ailleurs qui ont été obligés de recourir à des appels aux dons. Mais c'est pas ça qui va régler les problèmes. Pas ça qui règle. Simplement, je dis qu'il y a 2 poids 2 mesures quand il s'agit de Nicolas Sarkozy. Et rappelez-vous que ça fait quand même longtemps qu'on lui cherche quelques histoires. Ouais. Il a souvent fait l'objet de non-lieux. C'est vrai. Et que par ailleurs, et quelle que soit la personnalité, que ce soit M. Cahuzac ou autre, je n'ai jamais porté le moindre jugement avant que la justice ne passe. Parce que pour moi, la présomption d'innocence, c'est important. Et que même quand quelqu'un se retrouve devant les tribunaux, tant qu'il n'est pas jugé, il n'est pas condamné. Et ça vaut pour Nicolas Sarkozy aussi. Avec François-Xavier Bellamy, vous avez tourné une nouvelle droite qui naît. Mais François-Xavier Bellamy est tête de liste pour ces élections européennes. Ouais. Je me réjouis de le voir rejoindre notre famille politique. Ouais. C'est un talent. C'est indéniable. Oui. Et je me Il a un avenir politique. Au-delà de cette élection européenne. Ce sera à lui à se construire cet avenir. Ouais. Mais il en a les capacités et le talent. Vous avez regardé les sondages depuis 6 mois, 4 mois pour être raisonnable, font que tous les partis sont à peu près, ça stagne, sauf un, le vôtre. Oui, parce que... C'est dû à qui ? Et à quoi ? C'est d'abord dû à Laurent Wauquiez, qui a su orchestrer ce rassemblement. Il en a fait la démonstration au dernier meeting de Paris. Non, c'est Laurent Wauquiez. C'est l'effet Wauquiez pour vous ? Ah, mais moi, d'ailleurs, qui a choisi François-Xavier Bellamy comme tête de liste ? Vous étiez favorable à ça ? C'est Laurent Wauquiez. D'accord. J'y étais favorable, oui, parce que j'ai estimé que la stratégie qu'avait décidé Laurent, à savoir d'investir François-Xavier Bellamy comme tête de liste, avec le talent qui est le sien, mais aussi sa colonne vertébrale politique. C'est quelqu'un qui a des convictions, qui a des valeurs et qui les défend, même quand ça dérange. Très bien, parce qu'on dit qu'il y a plusieurs sensibilités. Je trouve que c'était important. Et ensuite, quand il a voulu, Laurent, faire qu'il y ait un trio avec Agnès Séveraine, Arnaud Danjean, c'est le rassemblement de nos sensibilités politiques. Les 3 sensibilités. Et ce rassemblement, mais c'est Laurent Wauquiez qui l'a mis en œuvre. D'accord. La droite est repartie, là, ça y est. Mais vous l'avez vu, tous nos meetings sont pleins. Elle est réunie. Et elle est réunie. Ceux qui avaient un peu plus de doutes sont même revenus. Oui, vous aurez comme constaté Pécresse. Que Valérie Pécresse, M. Estrosi, M. Moudingue, M. Robinet à Reims. Et on sent que notre famille retrouve sa cohésion. C'est la droite Trocadéro ? C'est la droite Trocadéro ? Non, c'est la droite tout court, ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous répliquez au Premier ministre quand il parle de la droite parce que je pense que comme il a commencé sa carrière politique à gauche, il n'est pas de droite. Donc voilà. Il n'est pas de droite, Édouard Philippe ? Non, moi Il a été longtemps aux Républicains, pourtant. Oui, mais il n'était pas chez nous, il était chez Rocard. Vous savez, il a commencé son engagement politique aux côtés de Michel Rocard. Oui. Donc il a revenu à ses anciennes amours. À gauche aussi, c'était Jacques Chirac, quand il était jeune. Édouard Philippe, il a clairement commencé chez Monsieur Rocard. Il est arrivé chez nous, il était plutôt à la gauche de la droite, et il est reparti à ses premières amours. Et critiquer comme ça... Donc c'est un homme de gauche. Je trouve que critiquer un électorat et critiquer des électeurs
critiquer des Français, tout simplement, c'est pas correct, c'est pas bien, ça n'apporte Dans sa rien bouche, en ça veut plus. dire quoi? Ça veut dire que cette droite, C'est un c'est une mépris. droite conservatrice? Non, mais c'est un mépris. En fait, c'est ce qu'on ressent dans la Macronie, c'est-à-dire que sauf eux, tout est nul, quoi. Et c'est insupportable pour les électeurs et pour les Français. Ça n'apporte rien à la démocratie. Et je trouve que ces propos sont très dommageables. Qu'est-ce qui distingue les idées de votre liste des idées de la liste de Madame Loiseau, qui est la liste de la majorité présidentielle? On a du mal à s'y retrouver. Hein. Ah ben, qu'avec Madame Loiseau, je pense que vous avez quand même compris d'abord que M. Macron a voulu asphyxier le débat des élections européennes. Oui, mais ça, c'est pas une idée, ça. C'est pas une idée, ça. Non, mais d'accord, mais vous aurez constaté qu'elle a déposé... Non, parce qu'il y a aussi un problème de méthode. Elle a présenté son programme 2 semaines avant l'échéance électorale, et ce qui nous différencie, c'est que nous n'avons pas du tout la même vision de l'Europe. Ah bon? Non. Pourquoi? Mais Parce vous êtes pro-européen, vous? Non, mais moi je suis pro-européenne, mais je souhaite refonder l'Europe pour rétablir la France, parce qu'aujourd'hui la France a beaucoup perdu de son influence. C'est pas leur cas. Non, parce que M. Macron, lui, souhaite continuer l'élargissement de l'Union européenne. Nous disons stop à tout élargissement. D'ailleurs, nous avons pris un engagement, tous les candidats ont pris un engagement pour stopper cet élargissement. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient pour l'élargissement. Ah si, M. Macron, Monsieur Macron, mais écoutez, reprenez ses discours. Aussi, il est pour l'élargissement au Balkan. Aussi. Et il a écrit un livre dessus. Écoutez, il est aussi... Non mais, soyons factuels. Monsieur Macron est favorable aussi à l'entrée dans l'espace Schengen de la Bulgarie et de la Roumanie. Nous sommes défavorables. Il a dit qu'il fallait revoir l'espace Schengen. Non, il a dit qu'il était favorable. Non, mais dans la lettre aux Français, il a dit qu'il faut reconsidérer l'espace Schengen. C'est bizarre, vous ne vous focalisez que sur cette lettre qu'il a écrite, non pas aux Français, mais aux Européens. Non, parce que si c'est ça son programme, je vous signale qu'il a passé 14 heures au Salon de l'Agriculture et que quelques jours après, il sort sa lettre aux Européens et non pas aux Français. Il n'y a pas un mot sur l'agriculture. Donc, son programme, si vous considérez que c'est son programme, l'agriculture n'intéresse pas M. Macron. D'accord, dont acte. Mais quand vous reprenez les discours qui ont été tenus par Emmanuel Macron, il a dit très... Il y a longtemps. Mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il est président, vous le savez. M. Wauquiez aussi l'a dit. Non, mais il est favorable à l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen. Donc nous ne voulons plus d'élargissement, nous voulons que l'espace Schengen fonctionne mieux, nous voulons sécuriser nos frontières extérieures. D'ailleurs, Mme Loiseau dit qu'il faut 10 000 gardes frontières. C'est quoi d'ailleurs la double frontière? Non mais Mme Loiseau dit qu'il faut 10 000 gardes frontières et renforcer le financement de Frontex, sauf que c'est déjà voté. Bien sûr. C'est voté. On a voté 320 millions d'euros. Expliquez-moi en quoi consiste votre double frontière. Parce que nous estimons que, d'ailleurs... Donc vous remettez aux frontières de la France des guérites avec des barrières? Non. C'est comme ça qu'on le comprend. Non, mais non. Est-ce que vous avez entendu François-Xavier Bellamy dire qu'on allait remettre des postes de frontières fixes? Non. C'est-à-dire qu'en fait, moi je vis dans une région à 3 frontières. Je suis Lorraine, comme vous le savez. Sûr. Et donc, ceux qui essayent de faire croire que la France n'a plus de frontières disent n'importe quoi, comme Madame Le Pen. C'est quoi la double frontière? La France a des frontières. La protection de nos frontières fonctionne de manière différente depuis que nous sommes dans l'espace Schengen. Nous n'avons plus de postes fixes aux frontières. En revanche, nous avons ce qu'on appelle la douane volante, avec une coopération transfrontalière de chaque côté de la frontière. C'est des contrôles aléatoires. Et renforcer. Nous devons apporter des moyens différents pour sécuriser nos frontières. Et on a différents moyens de sécuriser. Qui est-ce qui est sur ça? C'est la douane française? Mais en coopération avec nos voisins. Vous savez, quand on est ensemble, on est plus fort que quand on est tout seul. Si on a décidé d'arrêter les contrôles fixes, c'est que sans doute c'était moins efficace que les contrôles aléatoires. Je vous rappelle que quand il y a eu les attentats à Bruxelles, moi je suis revenue de Bruxelles, il y avait des contrôles qui ont été remis en poste fixe, en contrôle fixe, en point fixe pour être précis. Et bien évidemment que moi je connais toutes les petites routes, comme ceux qui vivent en Lorraine, mais on n'est pas passé par là pour rester 2 heures dans les embouteillages. Donc vous voyez les contrôles aléatoires et la douane volante, ça fonctionne mieux. Donc il faut se renseigner auprès de vous pour contourner la frontière. Vous savez, ceux qui vivent là-bas connaissent. Je plaisante. Parfaitement. Monsieur Macron, si sa liste n'arrive pas en tête à ces élections européennes, c'est quoi pour lui? C'est une claque? Oui, je pense que c'est un avertissement. Il doit démissionner. Non, enfin, moi je suis. Le Pen, non, mais moi je suis respectueuse des institutions. Pardon, mais bon, Monsieur Macron est président de la République, il a été élu. Je pense simplement que c'est ce qui va arriver. Aujourd'hui, les Français sont extrêmement déçus de cette politique brouillonne qui est menée. Est-ce que vous vous rendez compte que ils ont mis la hausse de la CSG sur les retraités, ils ont désindexé les retraites, et là,
ils disent qu'ils vont rembourser une part de la CSG qu'ils ont pris aux retraités. Et monsieur le Premier ministre annonce qu'il va revenir aussi sur les 80 km/h. Mais vous vous rendez compte de cette politique? Mais s'ils nous écoutaient, c'est pour ça qu'il faut voter pour les Républicains. S'ils les écoutaient dans nos propositions, on ne ferait pas autant d'erreurs. C'est pour ça qu'Édouard Philippe ne peut pas être de droite. Il ne baisse pas la dépense publique, il taxe les retraités, ce que nous n'aurions jamais fait. Il met en place un 80 km/h imposé sur tout le territoire, alors qu'il faut adapter cette... Donc ça sera les conseils départementaux qui sont comptables des morts sur les routes? Non, c'est qu'il faut savoir adapter la vitesse en fonction de la dangerosité des routes. Ce qui est assez étonnant, c'est que vous avez des départementales où on ira moins vite, plus vite que sur des nationales. Non mais, monsieur Tréhard, il faut comprendre qu'ils ont changé tous les panneaux de signalisation, que ça a coûté plusieurs millions d'euros, et qu'on nous explique que maintenant on va peut-être rechanger les panneaux, comme on a remboursé les retraités. Ça s'appelle une politique, ils se disent en marche, mais ils marchent sur la tête. Votre discours est beaucoup tourné vers la République en marche et la liste présidentielle, mais il y a une autre liste qui fait la course en tête quasiment dans tous les sondages. Oui, le parti du ras-le-bol. Le parti du Rassemblement national. Le parti du ras-le-bol. Ça ne vous inquiète pas, ça? Si, c'est toujours très embêtant pour la démocratie quand elle fonctionne bien. Est-ce que vous voyez des militantes chez vous qui reviennent du Rassemblement national ou c'est plutôt le contraire? Non, nous voyons que nous avons beaucoup de militants qui reviennent et comme vous l'avez constaté, partout nos meetings sont pleins. Oui. Non mais à chaque fois que la gauche est au pouvoir, et n'oublions pas que M. Macron a été le ministre de François Hollande du Parti socialiste. Oui. Bon, à chaque fois je vous parle de Mme Le Pen. Non, mais à chaque fois que la gauche est au pouvoir, le Front National est haut. C'est une réalité. Tout simplement parce qu'ils font une politique désastreuse en matière de maîtrise de l'immigration. Ouais. En matière économique et sociale, vous le voyez, la crise des Gilets jaunes est révélatrice de la politique brouillonne, injuste de M. Macron. Et évidemment, les Français voudront le sanctionner. Mais la vraie sanction face à Emmanuel Macron, c'est de le faire arriver en 3e position. Voilà, je vous le dis. D'accord. Et moi, je pense que, contrairement à ce que vous dites, le match n'est pas joué. Ce n'est pas une élection présidentielle. Quand vous voyez la tête de M. Macron... J'ai rien dit. Non, parce que vous avez dit tout à l'heure, au début, que le taux de participation serait faible. Oui. Et moi, j'appelle la droite et le centre, notre électorat, à se mobiliser. Quand vous voyez M. Macron sur les affiches... Je rappelle que M. Macron n'est pas candidat à l'élection européenne. M. Sarkozy avait fait la même chose en 2009. Non, il n'y avait pas des affiches de M. Macron seul, qui est là pour sauver le soldat Loiseau, qui fait une campagne désastreuse. Mais vous savez, je vais vous faire une confidence. J'entends souvent, Mme Loiseau a été une bonne technicienne lorsqu'elle était ministre en charge des Affaires européennes. Nous l'avons reçue devant notre délégation. Moi, je ne vois pas ce qu'elle a apporté dans le cadre de son mandat de ministre, mais quand nous l'avons reçue, je l'ai interrogée sur les initiatives que devait prendre la France par rapport aux sanctions européennes qui pèsent sur la Russie et qui, en contrepartie, nous avons un embargo russe qui pénalise grandement nos agriculteurs et nos producteurs. Et elle est partie dans une diatribe anti-Poutine, mais je me suis dit que franchement, son agressivité était plutôt dangereuse en termes de diplomatie, et que par ailleurs, elle a dit que les agriculteurs s'étaient adaptés à cet embargo et que ceux qui s'y étaient pas adaptés étaient des archaïques. Voilà ce que pense Mme Loiseau. Autre question, avant de passer aux questions des internautes. Madame Merkel, mais surtout beaucoup de politiques en Allemagne disent qu'il faut fermer le Parlement à Strasbourg pour que tout soit à Bruxelles. Quelle est votre position là-dessus ? Évidemment, moi je souhaite que nous conservions le Parlement européen à Strasbourg, qui est la capitale européenne. La plupart des capitales européennes sont pour le rapatriement à Bruxelles. De toute façon, il faudra une décision à l'unanimité puisque c'est inscrit dans les traités. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus dans ce que dit Mme Merkel en ce moment, c'est qu'elle révèle qu'elle a des relations conflictuelles avec M. Macron. Et vous aurez observé, elle a des relations conflictuelles avec M. Macron. La traduction était mauvaise. C'est des confrontations. Ah oui, voilà, des confrontations. Bon, ok. C'était le cas aussi depuis longtemps. Prenons le terme confrontation. Moi, je peux vous dire que depuis 2 ans et depuis la France ne doit pas s'affirmer M. Macron est au pouvoir depuis 2 ans. Depuis 6 mois, nous sommes dans le chaos avec la crise des Gilets jaunes. Mais sur la scène européenne, jamais un président français, même pas Hollande n'a fait ça, se comporte en diviseur. Je vous rappelle, M. Tréhard... La question, ce n'est pas celle-là. La question, c'était de savoir, est-ce que vous vous battrez pour garder le Parlement européen à Strasbourg ? Je n'ai pas arrêté de voter pour préserver le Parlement européen à Strasbourg. Ça sera possible. Donc ça, c'est acté, point. Non, mais attendez, je termine.
Sur la scène européenne, il y a quelques semaines, nous étions au bord de la crise diplomatique avec l'Italie. Nous sommes en froid avec la Hongrie, avec la Pologne. Et on démontre que le couple franco-allemand, aujourd'hui, bat de l'aile. Ce que fait M. Macron au niveau français, c'est-à-dire que nous sommes dans le chaos, eh bien, c'est la même attitude au niveau européen. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas voter pour la liste de M. Macron. Voilà. Très bien. On continue avec vos questions, chers internautes. Et Jérémy Pontieux qui nous rejoint dans le studio. Bonjour Madame Morano. Alors j'ai beaucoup de questions. Je vais commencer peut-être avec Alexandre qui nous demande sur Facebook si vous deviez résumer en 3 mots le programme de LR pour convaincre un électeur de voter LR, ça serait quel mot? Ah, bonne question. Plus d'élargissement. Sécurisation de nos frontières, réciprocité commerciale, parce que moi je ne vote pas des traités commerciaux, je n'ai pas voté le traité avec le CETA, avec le Canada, ni avec le Japon, le JEFTA, je me suis abstenue parce que je veux... Vous êtes pour la dénonciation de ce traité actuel ? Non, je pense que c'était un bon traité mais qui n'allait pas assez loin, notamment sur les marchés publics. La réciprocité sur les marchés publics. On voit que les États-Unis protègent ses marchés, la Chine protège ses marchés et nous sommes ouverts. Nous voulons la réciprocité commerciale. Par ailleurs, un autre mot, nous voulons conditionner nos aides au continent africain à la maîtrise de leur immigration. Il n'est plus question que nous leur donnions 17 milliards d'euros pour leur développement et que les Européens payent 2 fois pour le développement et pour les clandestins. Non, parce que Madame Loiseau, dans son programme, veut un pacte pour l'Afrique sans conditionner les aides. Moi, je veux conditionner les aides. On n'a pas à payer 2 fois. Les Européens ne doivent pas payer pour le développement et à la fois pour assumer les clandestins qui vivent sur son territoire. Et par ailleurs, tous les bateaux qui viennent en provenance d'Afrique ont vocation à retourner vers le continent africain. Parce que la solidarité, c'est pas dû qu'à l'Europe. La solidarité en mer Méditerranée, c'est aussi la responsabilité du continent africain. Vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur quand il dit que les passeurs, enfin pas les passeurs, mais les ONG sont complices des passeurs? Oui, c'est une réalité. Mais c'est pour ça qu'il faut responsabiliser le continent africain et l'Union africaine, parce que c'est trop facile de faire porter uniquement la solidarité sur les Européens. D'accord. Vous évoquiez justement Donald Trump et un internaute du Figaro.fr a une question là-dessus, c'est que pensez-vous de la politique commerciale de Donald Trump vis-à-vis de la Chine, justement? Écoutez, ça c'est leur relation commerciale. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous sommes un continent de 500 millions d'habitants. Dans l'Union européenne et que nous avons à regarder comment nous commerçons. Moi, ce que je vois, c'est que dans ma région, à Pont-à-Mousson, à Saint-Gobain, les Chinois veulent entrer dans le capital et racheter le capital de Saint-Gobain. Et nous, on a une usine à Saint-Gobain, vous voyez, dans toutes les rues, quand vous marchez sur les plaques, c'est fabriqué à Pont-à-Mousson. Et moi, je n'ai pas envie qu'on vienne prendre nos brevets, je n'ai pas envie que les canalisations d'eau potable, qui transportent l'eau potable, soient rachetées par les Chinois. Donc, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est alors que ceux qui souhaitent racheter Saint-Gobain et entrer dans le capital de Saint-Gobain sont financés à 100% par l'argent public chinois. Et donc ça, dans les relations commerciales, c'est important de voir comment nous, on va traiter. Autre question d'un internaute, toujours sur les européennes. Pensez-vous que c'est la place d'un président de la République de s'afficher sur les professions de foi de son parti pour les élections et sur des affiches de campagne? Bon, alors, pardon. J'avais une question sur les réseaux sociaux. Les GAFA un petit peu mettent le nez dans la modération. Est-ce que vous pensez justement qu'ils doivent avoir eux-mêmes une modération plus accrue sur les réseaux sociaux? Peut-être notamment de Facebook. De Facebook, vous savez... le problème, c'est qu'on n'arrive pas sur le plan européen tous à s'entendre, et en grande partie à cause de l'Allemagne d'ailleurs, qui ne veut pas. Oui, mais c'est vrai que sur ce sujet-là, comme sur certains autres sujets, c'est une difficulté de s'entendre sur ce qui relève d'un dispositif mondial. Mais moi, je dis que la modération moi, j'irais plus loin que la modération. Quand j'étais même au gouvernement, je disais qu'il faudrait... Vous savez, quand on a inventé le code de la route et la voiture, on a inventé la voiture et on a ensuite inventé un code de la route parce qu'il fallait circuler en sécurité partout dans le monde. Et bien sûr, Internet, c'est la même chose. Parce qu'on surfe sur le web et on ne surfe pas finalement en toute sécurité. Et il va falloir réguler, il faudra une police de l'Internet, il faudra cette police? Il faudra avoir... Vous l'instituez comment? Il faudra que ce soit... non, moi je pense que c'est une prise de conscience mondiale qu'il faut. Parce que quand vous voyez ce qui se passe sur Internet, au-delà des problématiques de harcèlement, de dénonciation. Vous avez aussi ce qu'on appelle le dark web, avec les trafiquants en tout genre, les djihadistes, le terrorisme, il y a tout là-dessus. Évidemment, il faut modérer, mais plus que ça, il faudra réguler, et il faudra une police internationale.
Une annonce du gouvernement annonce donc ce matin un afflux record de touristes étrangers en 2018. Est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ou est-ce que vous partagez la vision d'Alphal qui est un internaute et qui nous dit que le tourisme de masse est une catastrophe écologique? Alors, et je pense qu'il faisait référence à beaucoup de Chinois notamment qui viennent visiter l'Europe, qui passent. Et c'est vrai qu'il y a un tourisme de masse et ce tourisme de masse, certains sites en souffrent. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je pense que quand certains sites en souffrent, il faut prendre des mesures un petit peu pour mieux l'organiser. Mais moi, je suis attachée à ce qu'on puisse venir en Europe et qu'il y ait des touristes en Europe. Ça veut dire que la France séduit encore, alors? Et heureusement, enfin Paris un peu moins, parce que Paris est tellement sale en ce moment et peu sécurisé. Je trouve que, il y a quelque chose à faire. Mais la France, oui, et heureusement qu'elle séduit. Un internaute nous évoque en 2011, Wauquiez était pour l'élargissement de l'Union européenne en faveur des Balkans. Aujourd'hui, il fait campagne contre. Pourquoi ce changement de position au sein des Républicains? Parce que, vous savez, il ne vous aura pas échappé que quand on vit dans une situation actuelle, il faut s'adapter à ce qui se passe. Vous avez vu qu'on a eu affaire au terrorisme islamiste. On voit que certains pays ne sont pas prêts à entrer dans l'Union européenne et que ça ne fonctionne pas suffisamment bien aujourd'hui. L'Union européenne est en train de vivre une crise. Regardez avec le Brexit, regardez avec la crise migratoire que nous avons eu à vivre. Du coup, les peuples se révoltent. Et après, on les traite de populistes. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'ils veulent défendre à la fois leurs intérêts et leur civilisation. Donc quand il y a problème, quand il y a crise, il faut savoir s'adapter. D'accord. Autre question, dernière question? Peut-être dernière question, effectivement. La maire écologiste de Grenoble veut contraindre les bailleurs à trouver une solution décente et adaptée de logement avant d'expulser les locataires ne payant plus leur loyer. Et Isidore nous dit c'est dingue de donner aux particuliers des obligations qui relèvent de celles des autorités. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition? J'ai pas vu, donc j'ai pas regardé en détail. Non. Je peux pas vous répondre sur ce que j'ai pas vu. Petite question, est-ce qu'il ne faut pas revoir les règles de fonctionnement du Parlement et de l'Europe en général qui imposent qu'il y ait sur beaucoup de sujets l'unanimité? Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir? Il y a des sujets où il n'y aurait pas l'unanimité. Écoutez, on serait en guerre avec certains pays. Je ne le voudrais pas, par exemple. Vous voyez, quand je vois certaines prises de position, même au Parlement européen, des pays ex de l'Est entrer dans l'Union européenne, avec des résolutions où je vote contre systématiquement, où la Russie est mise en cause. Pour moi, mon principal ennemi, c'était Daesh, c'est pas la Russie. Je pense que ça doit être un de nos alliés. Et si on cassait cette unanimité, on pourrait se retrouver en difficulté. Il faut faire attention. Il y a des sujets sur lesquels c'est bien vu. C'est compliqué, oui, d'accord. Dernière petite question. Viktor Orban, il a été suspendu de votre groupe, le PPE, qui est le premier groupe. Avec son accord. Avec son accord. Voilà. Le premier groupe au Parlement de Strasbourg. Est-ce que vous souhaitez que Viktor Orban revienne au PPE à terme? Non, je ne souhaite pas qu'il revienne, je souhaite qu'il y reste. Donc il n'est pas parti. Non, mais il est suspendu. Non, mais moi je pense que Viktor Orban a raison. Il a toute sa place au PPE. Il a toute sa place au PPE. Il a raison de maîtriser ses frontières. Il est garant de l'entrée dans l'espace Schengen. Et si tout le monde avait fait son boulot, peut-être qu'on n'aurait pas eu à vivre cette crise telle qu'on l'a vécue. Donc moi je dis à Viktor Orban à chaque fois que je le vois, bravo, continue et sécurise tes frontières. Qui est-ce qui n'a pas fait le boulot? C'est Mme Merkel? Écoutez, Mme Merkel et d'autres pays qui sont des vrais pays passoires. C'est passé par l'Italie, maintenant ça passe par l'Espagne. Je veux dire, à un moment, stop. Et les gens ne supportent plus de voir entrer sur le territoire européen des gens qui entrent par effraction. Je veux dire, à un moment, ça n'est pas acceptable parce que nous n'arrivons plus à intégrer. Et parce que ça a un coût sur les dépenses publiques, sur le budget des Français, même, puisque c'est payé avec nos impôts. Donc, à un moment, il faut savoir dire on doit maîtriser notre immigration et on doit accepter chez nous ceux qui arrivent en situation légale. Nadine Morano, merci. Merci pour toutes vos réponses. Merci, chers internautes, via Jérémy Pontieux. Et puis à lundi, si vous le voulez bien.